Alors, le féminisme, c'est la possibilité de construire un monde sans domination sexiste, où on abolit le sexisme. Donc le féminisme, c'est à la fois une pensée et c'est à la fois un ensemble de luttes et c'est une voie d'émancipation. Bon, moi je suis devenue féministe à cause d'événements personnels, rien de tragique ni de dramatique, mais en tout cas il me semblait complètement injuste que les femmes soient ainsi minorisées par rapport aux hommes, et je suis devenue féministe par nécessité. Alors ce que je réponds aux gens qui me disent que le titre du livre Les couilles sur la table est vulgaire, et vous avez raison, c'est vrai, c'est vulgaire. Maintenant, si vous êtes plus choqué par ça, par cette grossièreté que par la réalité des inégalités et du sexisme qui existent, je pense que vous devriez vous poser la question de pourquoi ça vous choque plus cette grossièreté plutôt que les centaines de milliers de viols qui sont commis chaque année, par exemple. Je me suis intéressée aux masculinités parce qu'il me paraissait que c'était vraiment l'éléphant au milieu de la pièce, c'est-à-dire le problème extrêmement présent qui est à la source de nombreux malheurs, souffrances, violences, mais dont on ne parle jamais directement. Par exemple, on disait les femmes sont victimes de violences. Mais on ne dit pas de qui. Bon, en fait, les hommes commettent des violences sur les femmes. Pas tous les hommes, évidemment, mais assez pour qu'on ait toute peur. Et donc, ça me semblait très important de regarder ce que c'était que cette masculinité. Pourquoi est-ce que la majorité des personnes qui commettent des viols, des meurtres, des attentats, des incivilités diverses, pourquoi ce sont des hommes en très grande majorité? Je sais que ça peut paraître toujours un peu choquant quand on dit les hommes font ceci ou cela, etc. On parle d'une majorité, en fait, statistique, donc pas tous les hommes. Il y a effectivement des personnes qui sont identifiées comme hommes, qui essaient de changer les choses, qui essaient d'être des alliés des femmes, qui essaient de les soutenir, qui ne sont pas violents, qui voilà. Et je pense que c'est nécessaire, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va changer si les hommes ne bougent pas, en fait. Et là, il faut vraiment faire évoluer les normes de la masculinité. Il faut faire évoluer ce qu'on considère être normal chez les hommes. C'est-à-dire, on va dire, bah oui, mais les hommes, ils ont des pulsions, les hommes, ils sont brutaux, les hommes, ils sont comme ça, quoi, on peut rien faire, c'est comme ça, les hommes vont rester des hommes. Bah non, en fait, non, on a besoin qu'ils changent, il faut qu'ils changent, en fait. Et en plus, ça va rendre tout le monde beaucoup plus heureux, et les hommes et les femmes. Seulement, ils vont perdre quelques privilèges. Mais à la fin, je pense qu'ils gagnent beaucoup. Au niveau humain, au niveau psychologique, au niveau... voilà, je pense que ça les rend plus heureux, ça rend tout le monde plus heureux et plus heureuse. Et donc, il y a certains hommes qui s'engagent dans cette voie-là, mais c'est difficile. C'est pas tout de suite des récompenses, en fait. Donc, le podcast, Les couilles sur la table, c'est un ensemble d'entretiens, d'interviews, en tête-à-tête, généralement avec des chercheurs ou des chercheuses, mais aussi avec des artistes. Et dans ce livre, j'ai vraiment synthétisé tout ce qu'on s'est dit pendant ces émissions. Donc c'est vraiment un essai sur la masculinité où j'ai résumé ce qui me paraissait fondamental pour comprendre qu'est-ce que c'est être un homme aujourd'hui d'un point de vue sociologique, d'un point de vue politique. Et donc c'est pour ça qu'il y a 5 grandes parties dans le livre où on va, voilà, on va de la construction de la masculinité, on se rend compte que la masculinité est une construction, qu'elle est aussi un ensemble de privilèges, qu'elle est le produit d'une exploitation. C'est-à-dire qu'être un homme aujourd'hui, c'est très majoritairement bénéficier du travail gratuit des femmes, que la masculinité est très intimement liée à la violence commise, et qu'enfin, il est possible d'esquiver cette masculinité. C'est de la dernière partie qui s'appelle esquive. Et donc en fait, c'est vraiment un travail de synthèse que j'ai voulu très accessible, sourcé, avec tous les mots compliqués qui sont expliqués. Et ça rend l'ensemble de ces savoirs beaucoup plus accessible, en fait. Donc, Les couilles sur la table, c'est un essai. Et ce que j'ai voulu faire, ce que j'ai tenu à faire, c'est à donner à la fois des chiffres, des statistiques, des faits, des concepts, pour comprendre que ce n'est pas des petites histoires, ce n'est pas des petites anecdotes. En fait, on parle de phénomènes sociaux à très grande échelle. Et à la fois, on les lie avec des exemples
très concret de ce qui arrive dans la vie quotidienne, en fait, de choses qui nous paraissent tellement normales, tellement aller de soi qu'on n'est pas habitué à les remettre en question. Et donc le livre, il lit vraiment ces différents niveaux. Et on a voulu rendre ça aussi dans la maquette. Et donc, c'est une maquette qui est très aérée, ce qui fait que le livre, normalement, est agréable à lire. Tout est expliqué, il y a des illustrations, il y a des encadrés, voilà, il y a toutes sortes de choses qui font en sorte de rendre la lecture dynamique et agréable. Oui, en fait, j'insiste beaucoup sur le fait, enfin ce chiffre qui me paraît fou, qu'on répète sans arrêt, mais les hommes ne prennent pas leur part en fait du travail domestique, ce qui fait qu'en moyenne, les femmes travaillent plus que les hommes, et en moyenne, les hommes dans ce pays ont toujours 3 heures de temps libre chaque semaine, en plus par rapport aux femmes. Et en fait, s'ils ont ce temps-là, c'est parce qu'ils ne prennent pas leur part du travail domestique et du travail parental. C'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas responsables de la tenue de leur foyer, par exemple. Donc, il y a plein de mecs qui ne voient pas en fait ce qu'il y a à faire, ou alors ils le voient mais ils ne se sentent pas en charge de ça. Donc les carreaux sont sales, mais non, je ne veux pas les laver en fait. Ou il n'y a rien à manger, bah, je ne vais pas faire des courses. Et c'est des choses qui se... Alors on peut dire que c'est des exemples qui sont caricaturaux, mais en fait si vous commencez à regarder autour de vous, même chez les couples où ils se disent non mais ça va, nous enfin ils m'aident, en fait c'est assez équilibré et tout, ben en fait non, en plus il y a faire les choses concrètement. Et puis comme l'ont montré nombre d'autrices féministes ces dernières années et depuis ces dernières décennies aussi, il y a toute la charge mentale qui est le fait de savoir ce qu'il y a à faire, de le programmer au niveau du travail domestique, mais aussi de la vie familiale, de la vie des enfants, de la vie du couple. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose de central dans la masculinité, qui est que les hommes ne se sentent pas responsables, en fait, de ce qui fait la texture du quotidien et de ce qui est nécessaire à la vie. Alors très souvent on me dit oui mais ça change, regarde chez les jeunes, tout le monde est plus sensibilisé, tout ça. Bon bah moi je me fie aux statistiques et les statistiques disent que ça ne bouge pas. En fait ça n'a pas bougé. En 30 ans les hommes prennent en charge de mémoire 2 minutes de travail domestique en plus chaque jour. Voilà, donc en fait ça ne bouge pas et si on a l'impression que chez les jeunes ça bouge, c'est parce qu'ils n'ont pas encore d'enfants en fait. Dès qu'il y a des enfants qui arrivent, là, c'est automatique. En fait, les femmes récupèrent plus de travail domestique et les hommes s'en déchargent sur elles. Et puis même quand il n'y a pas d'enfant, en réalité, c'est au moment de la cohabitation. On sait que quand un homme va emménager avec sa compagne, sa copine, sa conjointe, son travail domestique à lui va diminuer et son travail domestique à elle va augmenter, même quand ils n'ont pas d'enfant. Donc, ce qui est important de comprendre aussi, c'est à quel point nous pensons notre monde au masculin neutre. C'est-à-dire on va designer, par exemple, des objets pour des humains, un humain standard, sauf qu'un humain standard, ça n'existe pas. Et en général, quand on désigne des objets pour un humain standard, on pense à un homme standard. Par exemple, les automobiles, quand on fait des crash tests, les mannequins qui sont utilisés dans les crash tests, ils mesurent en moyenne 1,77 m et ils pèsent 76 kg. Évidemment, ce ne sont pas les mensurations d'une femme, les mensurations moyennes des femmes, c'est les mensurations moyennes des hommes. Ce que ça a comme conséquence, comme l'a montré l'autrice anglaise Caroline Criado-Perez dans son livre La femme invisible, c'est que les femmes risquent d'avoir des accidents plus graves que les hommes en fait quand elles en ont, à cause de ça. Écoutez, en fait, je pense que les hommes devraient lire mon livre parce que maintenant on a 2 ans de recul sur ce livre-là et apparemment, d'après les témoignages qu'on a reçus, c'est très intéressant en fait pour les hommes de lire ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous rendre compte de choses auxquelles vous n'aviez jamais pensé et ça va complètement transformer votre vision du monde, ça va l'enrichir en fait. Vous allez comprendre des tas de trucs sur comment vous êtes, pourquoi vous êtes comme ça et ça va vous donner une marge de manœuvre pour changer. Ça va aussi certainement provoquer plus d'empathie pour les êtres humaines que vous fréquentez tous les jours, que ce soit vos amoureuses, vos sœurs, vos copines, vos mères, vos collègues et les inconnus que vous croisez tous les jours. En fait, vous allez comprendre comment ce monde a été fait pour vous et pourquoi c'est pas juste et pourquoi vous avez aussi intérêt à ce que ça change. Donc,
J'ai jamais vu des mecs qui disaient que ça servait à rien et qu'ils n'avaient rien appris, en fait. Au contraire, ça les change, et, ils comprennent mieux et ça leur donne envie de s'engager. Et en fait, vous le savez certainement déjà, mais la virilité traditionnelle, c'est une catastrophe, en fait. C'est un carnage, ça ne va pas du tout. Et même pour vous, ça ne vous va pas, en vrai. Évidemment. J'ai vu apparaître la collection Point dédiée au féminisme avec beaucoup d'enthousiasme et de joie parce que, en fait, on se rend compte que ces savoirs féministes n'ont jamais été valorisés. Et donc, par exemple, il y a plein de textes parus dans les années 70 qui sont introuvables aujourd'hui. Ça, il n'y a pas eu de transmission, en fait, de cette mémoire-là, de ces textes-là. Et donc, pour moi, c'est très important que des textes comme celui d'Iris Bray, celui de Paul B. Preciado, celui de Maya Mazoret et plein d'autres, en fait, qui vont paraître, soient accessibles, qu'on puisse tous les retrouver au même endroit et qui soient accessibles dans plein de librairies et à un prix très abordable. Donc c'est une super nouvelle, c'est une super initiative et c'est très important. Alors, c'est vrai que dans les livres que j'écris et dans les podcasts, j'ai vraiment à cœur de renvoyer vers d'autres œuvres d'art parce que moi, tout ce que je fais, c'est nourri par le travail des autres, en fait. Par la littérature, par les essais, par les chansons, par les films, par plein de productions. Et j'adore ça, en fait, qu'on puisse circuler comme ça à l'intérieur des œuvres. Donc, dans le livre Des couilles sur la table, j'ai indiqué plusieurs romans qui me paraissent merveilleux, très beaux, indispensables. Pareil pour les essais. Donc là, je vais en présenter plusieurs. Par exemple, ce recueil d'essais de Roxane Gay qui s'appelle Bad Féministe, c'est une lecture très importante pour moi parce que la façon dont elle aborde les enjeux liés à la race, liés aussi au fait qu'elle soit grosse, très grosse, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ces sujets. En plus, c'est extrêmement bien écrit, il y a quelque chose de féroce et qui vous donne beaucoup de force en fait quand vous lisez ces essais. Donc ça, c'est vraiment un essai que j'offre très très souvent. Voilà, Bad Féministe de Roxane Gay. Je vais... Oui, alors, bon, Paul B. Preciado, pour moi, c'est le plus grand philosophe vivant, en fait. Testo Junkie, c'est un ouvrage qui est inclassable, où on retrouve la langue si particulière de Paul B. Preciado, où il raconte la prise de testostérone, ce que ça lui fait, mais en fait, comme c'est Paul Preciado, il ne peut pas s'empêcher de faire des tas de théories qui vous font exploser le cerveau, et en fait, tout ce que vous croyez savoir sur ce qu'est un homme, ce qu'est une femme, ce qu'est la vie, ce qu'est le sexe et tout, bah, tout part en éclats, et d'un coup, votre horizon est ouvert à jamais. Et ça donne beaucoup de joie, en fait, de lire Paul B. Preciado. Voilà, c'est le futur. Ok, donc là, il y a un de mes romans préférés que j'ai lu quand j'étais adolescente qui s'appelle L'œuvre de Dieu, la part du diable. C'est un grand roman de John Irving, grand roman américain. Et pourquoi je le conseille et je trouve que c'est indispensable? Parce que, d'abord, c'est un très beau personnage d'homme, ce personnage d'orphelin qui grandit dans cet endroit où donc ce médecin fait à la fois l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire qu'il fait naître des enfants, et ce qu'il appelle la part du diable, c'est-à-dire qu'il pratique des avortements, à une époque où aux États-Unis c'est interdit. Et c'est très beau en fait, cet orphelin qui grandit là-bas, avec ce médecin qui est une sorte de père adoptif, et lui-même il va apprendre à faire des avortements. Et ça montre des hommes qui sont complètement du côté des femmes en fait, qui sont empathiques, qui les aident, qui ne les jugent pas. Et puis c'est merveilleusement raconté. Voilà, la vie de Homer Wells. Donc très grand roman, merveilleux, tout le monde peut le lire. Voilà, John Irving. On a ça. Alors ce livre de Rosa Montero, c'est un livre que j'offre souvent à des mecs qui me disent non mais moi je lis pas les femmes parce que c'est une question de goût, tu vois. J'ai pas trouvé d'autrices qui me plaisent vraiment. En fait elles innovent pas tellement et puis elles font que raconter leur vie et tout, mais n'importe quoi. En fait lis Rosa Montero. Je ne sais pas comment elle a réussi à faire un livre drôle autour de son deuil. En fait elle raconte le deuil de son mari. Et à la fois, elle raconte la vie de Marie Curie. Et elle arrive à en faire. Et c'est un rapport, en fait. Et c'est un livre, pareil, qui donne beaucoup de joie et qui est drôle et qui est sensible et qui est très singulier. Et donc, voilà, Rosa Montero, pour moi, c'est une très grande créatrice, très grande autrice. Ok.
La petite femelle de Philippe Génada, c'est un livre que je peux donner aux gens qui disent qu'ils n'aiment pas les faits divers. Parce que là, en fait, là, c'est pas du tout un récit de faits divers, quoique ça en a l'air. Philippe Génada, il s'est replongé dans les archives du procès de Pauline Dubuisson, qui est une femme qui a été jugée et condamnée très lourdement pour avoir tué son amant. Et en fait, il montre qu'elle n'a pas... C'est pas ça, en fait, qui lui a porté préjudice. Enfin, c'est pas tellement la question qu'elle ait tué son amant. La question, le problème, c'était que c'était une femme libre, que c'était une femme très belle, et qu'en fait, elle a pris super cher pour toutes les femmes qui prétendaient être émancipées. Et qu'elle a été mal jugée, en fait, qu'elle est passée pour une espèce de pécheresse diabolique, qu'elle a très mal fini, dans des conditions atroces à la fin de sa vie. Et pareil, c'est un livre qui me tient beaucoup à cœur parce que Philippe Génada a fait preuve d'une énorme compassion, d'une énorme empathie pour Pauline Dubuisson, et que c'est un mec hétéro, et qu'en fait la façon dont il raconte sa vie, sans pathos, sans condescendance, avec vraiment beaucoup d'amour pour elle, ça me touche beaucoup. Et en plus, comme tous les livres de Philippe Génada, tu pleures de rire en fait. Voilà. Je ne sais pas comment il a réussi à faire des choses aussi drôles en racontant une histoire aussi tragique, mais c'est merveilleux. Donc, et quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. Voilà. Et enfin, oui, alors ce petit livre de Pierre Bourdieu. Bon, je suis un peu ambivalente avec ce livre, parce qu'en réalité, c'est la première fois, je pense, que j'ai entendu parler de masculinité en lisant ce livre quand j'étais adolescente, avant de lire King Kong Theory de Virginie Despentes. Donc ça explique très bien un certain nombre de choses, et en même temps je suis un peu ambivalente parce que j'ai compris et après que en fait, Pierre Bourdieu a emprunté énormément de travaux aux féministes sans les citer, ce qui est une tendance qui se retrouve chez nombre de mecs qui écrivent sur des sujets féministes, qui en fait font comme s'ils avaient tout inventé tout seuls, ils avaient tout pensé tout seuls, alors qu'en réalité leurs travaux sont basés sur les travaux des femmes. On a un exemple récent il y a quelques années là. Voilà, donc c'est très fréquent. Et néanmoins, ça reste un bon livre. Mais forcément, il est infusé de dizaines et de dizaines de travaux de féministes. Donc c'est super.